financement participatif, autrement appelé crowdfunding, est-il l'avenir du comics indépendant et l'avenir du comics tout court? Eh bien, c'est la question que nous allons poser dans cette série d'émissions consacrée à l'économie des comics. Vous le savez, depuis de nombreuses années maintenant, le financement participatif fait partie de notre quotidien. Peut-être avez-vous déjà souscrit à une campagne Ulule, KissKissBankBank, voire Kickstarter. Et j'en ai fait plusieurs et je peux vous dire que j'aime beaucoup le principe à titre perso. Aujourd'hui, même si en France ça reste timide, et on va en parler, aux États-Unis, c'est devenu un véritable acteur du marché, puisque le chiffre d'affaires réalisé par les comics sur Kickstarter dépasse celui de certains éditeurs, des éditeurs indépendants qui ne proposent plus de comics, notamment via les circuits traditionnels. Certains ont complètement switché, certains sont passés d'un modèle classique où vous mettez vos comics en distribution chez un distributeur, où il s'occupe de les vendre, les distribuer, les acheminer et les livrer aux libraires. Les libraires le vendent ou pas, et on se retrouve avec des quantités de vente un petit peu, souvent décevantes vu la teneur du marché. Aux États-Unis, ça fait très longtemps que Kickstarter existe et ça fait très longtemps que ce modèle nous permet de découvrir certains titres. Un éditeur comme Aspen Comics, par exemple, l'éditeur de Fathom et Soulfire aux États-Unis, a complètement arrêté de proposer ses comics à travers les circuits traditionnels et ne propose que une ou deux fois par an des campagnes assez haut de gamme, assez spectaculaires, où on peut retrouver l'intégralité des œuvres de Michael Turner par exemple, ou de l'inédit, puisque la dernière série Fathom a été publiée sur Kickstarter, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des lecteurs. Le principe il est simple, c'est directement du producteur au consommateur. À la base, Kickstarter ça a été inventé pour lancer des projets. Kickstarter, c'est-à-dire c'était vraiment l'étincelle d'allumage, c'était un petit peu le starter tout simplement sur votre voiture pour pouvoir faire démarrer votre carrière. C'est devenu aujourd'hui un véritable pan de l'économie. En fait, c'est simplement un site, une plateforme dans laquelle les créateurs et les futurs clients se rencontrent. C'est une sorte de précommande, si vous voulez, sauf qu'au lieu de le faire tout seul dans votre coin sur votre site que vous avez créé avec vos petites mains, vous le faites sur un site qui, évidemment, contre rémunération, puisque je crois que c'est autour de 8% la commission de Kickstarter, contre rémunération, et il propose de mettre le projet en ligne, l'accompagner un peu, même s'il le met très peu en avant. Il faut avoir sa propre communauté, mais on y reviendra plus tard. Et ça permet évidemment de fédérer, puisque si vous avez déjà souscrit à une campagne pour Fathom, peut-être que vous serez intéressé par Lady Mechanica, par exemple. Donc Aspen Comics l'a compris, Lady Mechanica également, puisque ça c'est le comics de la campagne précédente. Ceux de la campagne récente n'ont pas marché. Je vous donne les chiffres: 136 000 $ de recettes pour la campagne pour le titre qui sort en France ce mois-ci, et 114 000 $ pour la dernière campagne en date. Ce sont des chiffres exceptionnels puisque sur ces 114 000 $ récoltés, à peu près l'auteur va en récupérer un peu plus de 100 000. Sur ces 100 000 $, il va pouvoir évidemment très largement payer sa dessinatrice Yaoum, et il va pouvoir se payer lui, il va pouvoir payer les frais d'envoi, et il va pouvoir payer l'imprimeur. Et à la fin, il lui restera de l'argent pour vivre. Si Lady Mechanica était sorti directement via les réseaux traditionnels, la série se serait vendue comme toutes les séries de Lady Mechanica à maximum 20 000 exemplaires, puisque c'est un peu le maximum que cette série ait pu faire. Sur cette somme, l'auteur aurait récupéré moins d'$1 par épisode, et pour la même somme de travail, il aurait donc récupéré 20 000 $. D'un côté 20 000 $, de l'autre 100 000 $. Faites le calcul. L'avantage aussi du financement participatif, c'est que tout est prépayé, c'est-à-dire que c'est vous, les consommateurs, les clients et les lecteurs qui préachetez, et donc vous financez le processus de création. Alors que si
Lady Mechanica, comme pour les premières séries, avait été fait en amont, eh bien l'auteur travaille sans être payé et à la fin, peut-être, si ça marche, il est payé. Donc le financement participatif, avec cet exemple de Lady Mechanica, est tout à fait parlant. Quand il y a du succès, quand il y a du monde, eh bien ça fonctionne. Vous l'avez peut-être vu, Sean Murphy avait fait plusieurs campagnes de financement participatif pour ses séries à lui, et depuis quelques jours, et c'est en ligne actuellement, il a mis en scène une sorte de relance, un reboot de Zorro. Et oui, son personnage préféré, son personnage coup de cœur, son personnage d'enfance. Dans Zorro, il propose une version contemporaine du personnage, il dépoussière la licence et c'est déjà un succès. C'est déjà un succès, puisque plus de 200 000 $ ont déjà été récoltés. Combien Zorro, alors que c'est une licence un peu du passé, qui revient certes avec de nombreux projets audiovisuels, combien en aurait-il vendu s'il avait... s'il était passé via un circuit traditionnel en indépendant, parce que c'est en total indépendant, hein, ce n'est pas DC Comics qui l'édite, ce n'est pas Urban Comics, même si Urban Comics l'éditera l'année prochaine en version française. Eh bien, ce Zorro, eh bien c'est un succès, puisque ça va monter très haut, il reste encore des semaines de campagne, et donc on peut espérer que ce titre atteigne plusieurs centaines de milliers de dollars récoltés, ce qui fait que ces auteurs vivent de leurs fruits, de leur travail, ce qui est plutôt rare dans les comics, puisque souvent certains auteurs eh bien, tirent le diable par la queue. Les auteurs sont très très mal payés quand ils travaillent pour Marvel et DC, quand ils ne sont pas connus. Alors Sean Murphy il est très connu, mais je me souviens de ce chiffre hallucinant de Dynamite qui proposait entre 50 et 50 $ la page il n'y a pas si longtemps à des jeunes auteurs, et se dire qu'un auteur, quand il est payé 500 $ la page, eh bien c'est considéré comme un très bon salaire. Là, les auteurs sont payés et n'ont pas à produire des milliers de pages pour essayer de survivre. En faisant un projet, en le faisant bien et en faisant un projet de qualité, ils peuvent évidemment, ça peut cartonner. Il y a plein d'exemples de succès aux États-Unis, de succès avec Kickstarter. Brian Pulido a relancé avec succès il y a quelques années son Lady Death. Moi j'ai les 2 premiers volumes en version hardcover. C'est chez Coffin Comics, sa propre société. Après une bataille judiciaire et après avoir récupéré les droits de Lady Death, après des années, eh bien, il a relancé à travers Kickstarter et à travers sa communauté de fans, eh bien, la série Lady Death, qui était une star des années 90 à la grande époque des Bad Girls, ces héroïnes sexy qui combattaient le mal, comme Witchblade par exemple, qui était également une des Bad Girls. Cette série Lady Death, on aurait pu penser que c'était une série du passé et que cette série n'avait pas d'avenir. Et bien sur Kickstarter, cette série connaît un destin hallucinant, parce que je crois que 18 chapitres ont été édités. Il y a même eu des spin-offs, il y a même eu des séries parallèles, il y a même eu d'autres créations de Coffin Comics et de Brian Pulido. En gros, une campagne de Lady Death, c'est entre 300 000 et 400 000 $ à chaque fois. Plutôt 400 000 $, c'est plutôt hallucinant. Il en fait 3 ou 4 par an, ce qui eh bien, lui procure lui un revenu confortable et qui évidemment permet de créer l'ensemble des artisans de la chaîne, c'est-à-dire coloristes, dessinateurs, scénaristes et j'en passe. C'est un modèle économique absolument incroyable, basé sur le fait que eh bien, y a une communauté de fans très active, très dynamique et qui soutient ce type de projet. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi dans les comics sur Kickstarter, c'est que le modèle du comics à 3,99 ou 4,99, il est un peu dépassé, puisque le but, il est souvent de faire dépenser un maximum d'argent aux auteurs, aux clients, en proposant des couvertures rares, en proposant des comics signés, en proposant des contreparties hyper intéressantes. En gros, quand on voit que certaines campagnes touchent à peu près 1000 personnes et que les gens arrivent à récolter 100 000 $, en gros, on peut se dire qu'en moyenne, quelqu'un dépense une centaine de dollars, en moyenne, je dis bien, pour une campagne, pour avoir des bouquins très rares. Sur la nouvelle campagne Lady Mechanica qui sort, donc le bouquin devrait arriver en novembre, pas celle-là, la nouvelle, ça c'est celle d'avant. Moi par exemple, j'ai acheté eh bien, ce volume parce que je veux la couverture Kickstarter et que je veux lire Lady Mechanica. J'ai dépensé 66 $ pour avoir un comics en 2 couvertures. Donc j'aurai 2 comics, je quand même paye une moyenne de 33 $ par comics avec les frais de port parce que je me fais assassiner et que je pense que j'ai pas fini de payer parce que je vais payer de la douane. Mais je les veux tellement que je les prends. Quand j'ai fait la campagne qui proposait l'ensemble des couvertures
dans une magnifique boîte l'ensemble des couvertures de la précédente campagne, donc la série qui sort en version française en octobre 2023, eh bien j'ai payé plus de 100 $, j'avais cassé ma tirelire pour avoir l'ensemble des couvertures et des comics signés et puis la jolie boîte et les contreparties. Donc on est capable de payer, j'avais payé plus que ça même, j'avais payé plus de 100 $, je dis des bêtises, c'était absolument hors de prix, j'avais vraiment cassé ma tirelire, mais je suis tellement fou de Lady Mechanika que je n'avais pas pu m'en empêcher. Il y a des énormes succès, je vous l'ai dit, dans ces campagnes, on se souvient tous du succès incroyable de Berserker en version originale de Keanu Reeves. La version Kickstarter, elle a récolté 1,4 million de $. 1,4 million de $. Quand vous voyez que Lady Mechanika c'est 114 000, eh bien vous faites plus de x10 pour arriver à, c'est x14 pour arriver à Berserker. 1,4 million de $, ça c'est assez confortable, hein. Les auteurs ils peuvent créer leurs comics en vraiment sans se soucier de savoir ce qu'ils mettront sur leur table et comment ils vont remplir leur frigo. Il y a des campagnes qui cartonnent et pour preuve, je suis allé lister quelques campagnes à succès. Il y a eu récemment un artbook de David Mack et Alex Maliv qui a rapporté 295 000 $. Je suis même pas sûr que David Mack, qui a fait une grosse carrière indépendante, qui maintenant fait des couvertures magnifiques pour tous les grands éditeurs, je suis pas sûr que David Mack ait eu autant d'argent dans sa carrière pour un seul projet. Le artbook d'Arthur Adams, 426 000 $, il va être publié par Flesk Édition. C'est tout simplement absolument incroyable de voir autant d'argent pour un artbook, pour un dessinateur qui, je vous le rappelle, dans les années 80, quand il travaillait sur Longshot, était payé 30 $ la page. Fight Girls de Frank Shaw est actuellement en cours de financement. Fight Girls est d'abord sorti chez Awa, c'est sorti chez Delcourt en version française. La série, elle n'a pas eu un énorme succès, c'est-à-dire que elle s'est plutôt bien vendue chez Delcourt, quelques milliers d'exemplaires. Elle s'est vendue chez Awa, mais Awa était un tout petit éditeur et elle s'est vendue à peut-être 10 000 exemplaires. Là, d'un coup, 100 000 $. L'auteur va enfin pouvoir vivre du fruit de son travail et la belle édition va être sublime, tout simplement. Frank Shaw, toujours, qui avait fait 2 campagnes pour Drawing Beautiful Woman et pour son magnifique Ballpoint Diary. Pour Drawing Beautiful Woman, c'était 152 000 $ et Ballpoint Beauties, 224 000 $. Ça, ce sont des bouquins édités par Flesk et c'est une des tendances, c'est que certains auteurs font des campagnes, évidemment, mais de plus en plus, des éditeurs le font, on l'a dit, Aspen Comics le fait, Flesk Éditeur, qui est un éditeur qui était très fort en salon et dans les librairies aux États-Unis, eh bien, fait des campagnes, etc., etc. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'argent à gagner dans ces campagnes, dans les campagnes bien entendu de financement participatif aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire que si vous mettez votre campagne à vous, si demain vous lancez une campagne sur Kickstarter, ce sera un succès. Il faut beaucoup de travail. Il y a énormément de campagnes qui végètent à 5 000 $. Certaines campagnes arrivent à monter à 23 000 $. Si c'est le projet d'une année, si vous vous lancez dans un comics, si des auteurs, si vous embauchez des artistes pour faire des variantes cover, si vous décidez de vous-même financer et faire la campagne, eh bien, si vous obtenez 23 000 $, vous n'allez pas rouler sur l'or. 23 000 $, ça peut paraître beaucoup, mais si vous payez 3 artistes pour faire des variantes cover à 1000 $, si vous devez payer l'imprimeur, si vous payez les frais de port et si vous devez en vivre parce qu'il faut créer pendant plusieurs mois ce comics, 23 000 $, ça vous fera tout juste un SMIC à la fin. Donc ça peut être beaucoup de travail pour pas beaucoup de choses. Certains auteurs ont compris qu'il fallait évidemment être très actif là-dedans. Je pense à Patrick Shand, scénariste de beaucoup de séries chez Zenescope. Peut-être que vous avez lu ce qu'il a pu faire. Les séries Zenescope, elles ont notamment été publiées par Graf Zeppelin. Pat Shand, c'est un auteur qui a décidé de prendre le chemin de l'indépendance et qui fait quasiment une campagne par mois ou une campagne tous les 2 mois. Il en fait 6 à 10 par an et donc à chaque fois il récolte 20, 30, 40 000 $. Il est même monté à 100 000 $ pour une de ses campagnes et c'est la répétition de ses actions et de ses campagnes qui fait qu'aujourd'hui il a du succès. Il est parti sur un thème assez rigolo parce qu'il fait des bandes dessinées assez sexy qui ne sont absolument pas pornographiques mais qui sont très sexy et
Et voilà, pareil pour Ronzi, Ron Z, hein, un Z, hein, comme ça. Ronzi qui a fait une série qui s'appelait Patriotica, souvenez-vous. On l'avait vendu à une époque sur Original Comics, Patriotica. Il a plein d'autres séries évidemment, hein, il a pas que celle-là. Et ben c'est des séries qui arrivent à toper plus de 100 000 $ maintenant parce que il a réussi à se créer une clientèle, il a réussi à créer un rendez-vous, il a réussi à créer quelque chose. Et parce que ses premières campagnes n'étaient pas d'énormes succès, il a fallu qu'il persévère, il a fallu qu'il arrive à créer vraiment ce rendez-vous avec les clients pour que ça marche. Voilà, et je vous l'ai dit, j'ai regardé sa dernière campagne de Patriotica, on est à 1000 contributeurs, 116 000 $, ce qui veut dire que les gens ont dépensé en moyenne 116 $. Alors je suis allé voir ce qui se passait du côté de la France. Pendant longtemps, la France a boudé le financement participatif en disant vous allez vous faire avoir, c'est nouveau, on n'aime pas ça. Et surtout que pendant longtemps, les gens ont confondu avec ce qui s'était passé avec My Major Company. Vous savez, ce site où vous deveniez producteur, c'est-à-dire que si un disque se vendait à 1 million d'exemplaires, eh bien non seulement vous aviez le disque, mais en plus vous gagnez de l'argent en tant que coproducteur. Le modèle s'est un peu essoufflé et souvent, quand les premières campagnes, il y a 10 ans, sont arrivées de financement participatif en France, sur Ulule notamment, eh bien, il y a eu des gens qui ont dit mais je gagne quoi? Et on a dit c'est une précommande, vous gagnez le bouquin. Donc il a fallu éduquer le public en France, ça a mis du temps, mais aujourd'hui c'est là. Alors est-ce que c'est pour autant un énorme succès? Alors oui, il y a des exemples d'énormes succès, mais quand vous allez sur Ulule et sur KissKissBankBank, vous voyez énormément de projets, d'abord très amateurs, et vous voyez énormément de projets dans lesquels, eh bien, il y a des sommes récoltées qui ne peuvent pas faire vivre décemment une famille ou un artiste. Beaucoup de projets végètent à 5 000 €. Certains arrivent à 10 000, et 10 000 ça reste beaucoup d'argent, mais 10 000 pour un an de travail, c'est pas beaucoup. Si vous êtes payé 10 000 € par an, eh bien vous n'êtes pas très bien payé, et pour un travail artistique et pour un travail qui demande beaucoup d'énergie, eh bien c'est pas énorme. Alors si vous faites un premier projet à 10 000 et que ça vous ouvre les portes évidemment de plusieurs projets, eh bien il faut voir ça comme un investissement évidemment. Je suis allé voir du côté des succès en France. Il y a la blogueuse devenue dessinatrice de BD Laurel qui a cartonné avec sa bande dessinée comme convenu. Le tome 1 avait ramené 279 000 €, le tome 2 430 000. Alors il y a c'est tome 1 plus tome 2, et après son Californie il a un peu moins marché. 118 000. On ne connaît pas le résultat du contrôle de gestion. Est-ce qu'elle a gagné de l'argent avec ça? Je pense que oui, je l'espère en tout cas, parce que évidemment c'est énormément de boulot, énormément de travail derrière. Je me souviens de Katia Even, la dessinatrice du Petit Derrière de l'Histoire, je crois qu'il y a eu 3 tomes. Moi j'avais souscrit au premier, elle avait récolté pour sa première campagne, pour son premier tome, 56 000 €. On peut se dire 56 000 € c'est un super résultat. On peut se dire que même c'est un super salaire. Si vous gagnez 56 000 € par an, eh bien vous pouvez évidemment travailler. Elle avait fait elle avait décidé évidemment de se consacrer à sa maison d'édition qu'elle avait créée et de lancer ça, et elle fait d'autres projets à côté. Elle est très occupée, elle est très talentueuse. Katia Even, elle avait expliqué dans un tweet ou dans un billet de blog que pour cette somme-là, 56 000 €, elle avait pu se verser comme salaire sur l'année, parce que ce projet avait duré une année, entre monter le projet, faire le projet, dessiner la BD, la recevoir et envoyer les colis, parce que c'est elle qui a tout fait. Eh bien, elle avait estimé qu'elle avait gagné 1 000 € par mois. Est-ce que ça vaut le coup de se tuer à la tâche pour 1 000 € par mois pour un projet artistique? Alors le but, encore une fois, était de lancer une maison d'édition et de lancer évidemment quelque chose pour l'avenir, mais 56 000 €, enfin 1 000 € par mois pour un an de travail, alors qu'on pensait eh bien sortir d'un système dans lequel elle sortait des BD avant à travers le réseau traditionnel où elle se sentait lésée. On se rend compte que c'est pas non plus la poule aux œufs d'or. Si elle avait eu 100 000 ou 200 000 €, elle aurait certainement pu vivre confortablement de son travail. C'est quand même le but du travail, c'est de pouvoir vivre confortablement et de pouvoir en vivre. Je suis allé voir un petit peu ce qui s'était passé. J'ai retrouvé dans les archives de Ulule le projet Infinite Loop d'Elsa Chartier, qui n'avait ramené à l'époque que 12 000
euros. 12 000 euros, c'est pas énorme, c'est pareil. 12 000 euros pour faire une BD. Je pense que elle et Pierrick Collinet n'ont pas travaillé, n'ont pas vécu de ce travail. En revanche, ça les a fait connaître. Ça les a mis sur la map et surtout ça leur a permis d'avoir des débouchés. D'abord Infinite Loop a été édité aux États-Unis et en France. En France c'était par Glénat, donc il y a eu des avances sur droit payées par les éditeurs. Et puis elle s'est fait repérer. Grâce à ça elle s'est fait repérer. Et maintenant elle travaille, vous l'avez vu, avec les plus grands auteurs, Tom King notamment. Elle a fait du Star Wars, elle fait des choses absolument incroyables et elle a une carrière aujourd'hui grâce à ça. Donc cette campagne n'avait pas été un succès, mais ça a été l'étincelle qui a lancé sa carrière. Je suis allé voir du côté de Bubble qui a fait des succès, dont un qui s'appelle Moondir, que vous avez vu, 91 000 euros. En plus la BD ensuite va dans les circuits traditionnels. Donc là, on peut se dire que sur un projet comme ça, eh bien ça cartonne. Pareil pour le Foxboy de Laurent Lefebvre, hein, les tomes 2 et 3 ont récolté 100 000 euros. Avec 100 000 euros, j'imagine qu'il peut vivre confortablement de son travail et c'est tant mieux. Je suis allé voir du côté de Den, la série de Richard Corben qui est éditée par Delirium sur Kiss Kiss Bang Bang. La campagne est en cours et on est à plus de 100 000 euros déjà. Donc c'est quand même assez étonnant de voir ce succès. Comme je vous le disais, il y a des auteurs qui créent des choses sur Ulule, mais il y a aussi des auteurs qui éditent. C'est aussi un petit peu aujourd'hui le moyen pour certains éditeurs indépendants, on l'a vu avec bien entendu Delirium, et bien de faire des succès qu'ils n'auraient pas eu. Pour que Delirium encaisse 100 000 euros, combien aurait-il fallu qu'ils vendent de comics via le circuit traditionnel? Il aurait fallu en vendre 100 000 là, pour avoir récupéré, parce qu'on récupère, un éditeur il récupère à la fin quelques euros sur un bouquin, où il aurait fallu en vendre, je sais pas, au moins 60 000 pour arriver à ça. Là, en vendant beaucoup moins, eh bien, il arrive à le faire, et il arrive à vivre de son travail, et il arrive surtout à faire un succès, et c'est un peu le but du boulot. Je suis regardé, donc il y a plein d'éditeurs qui se sont mis au financement participatif parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se tuaient à la tâche en alimentant un réseau de distribution saturé de bouquins que personne ne lisait. Hein. Vous le savez, la moyenne d'un titre indépendant en France, c'est 800 exemplaires. Si vous vendez 800 exemplaires à travers un réseau traditionnel, vous perdez de l'argent. Si vous vendez 800 exemplaires à travers un réseau en direct et que vous faites de la vente directe à travers Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang, eh bien vous gagnez de l'argent, tout simplement. Donc beaucoup s'y sont mis. Bliss s'y est mis. Alors ils ont fait 50 projets, j'avais pas vu qu'il y avait eu autant de projets. 50 projets, beaucoup sont à moins de 10 000 euros, autour de 5 000. C'est beaucoup de travail pour très peu d'argent. Ça n'a jamais vraiment pris finalement. C'est pas non plus un énorme phénomène. Et par contre, quelqu'un comme Comics Initiative qui a lancé 78 projets et qui a véritablement créé une communauté de fans, eh bien, a réussi à claquer des projets à plus de 100 000, on l'a vu, mais des projets, on l'a vu avec le projet Abyss récemment, c'était plus de 20 000 euros. Des projets qui, certes, ne vont pas rendre les auteurs riches et célèbres, mais qui permettent de peut-être débuter une carrière et peut-être de vivre, parce que les auteurs de Paria chez Comics Initiative, eh bien, vivent de leur travail, parce que l'argent va directement dans leur poche et ne passe pas dans la poche d'intermédiaires, distributeurs, diffuseurs ou libraires, et donc c'est gagnant pour tout le monde. Donc il y a des succès en France, ils sont peu nombreux, parce que je pense qu'on est qu'au début et au balbutiement du financement participatif. Il a fallu évidemment du temps pour pouvoir installer tout ça. Moi j'ai fait plusieurs campagnes de financement participatif, vous le savez. J'avais lancé une campagne il y a quelques années pour un comics que je voulais éditer, un comics qui s'appelait Jack Avaris, qui était assez fun dans la lignée un peu de Danger Girl. Ça s'était planté complètement, j'avais pas réussi à récolter, c'était ma première campagne, j'ai appris de mes erreurs. Et puis il n'y a pas si longtemps, on a fait la campagne Fairy Quest tome 3 qui a rapporté 24 000 euros. Et 24 000 euros, c'est plutôt pas mal. C'est un bon début et ça donne peut-être des idées pour la suite, mais ça je vous en reparlerai plus tard, parce que j'aimerais bien évidemment moi aussi proposer des choses intéressantes, soit des créations, soit des bouquins venant de l'étranger. Donc c'est pas facile. Ce qu'il faut savoir, une campagne de financement participatif, c'est pas l'Eldorado, c'est pas parce que vous mettez des titres en ligne que ça va marcher. Ne comptez pas sur Ulule ou Kickstarter ou KissKiss pour eh bien faire votre promo. Et, évidemment, ils vous mettront en avant
parce qu'ils touchent des commissions aussi s'ils voient que ça prenne et si ça peut toucher un plus large public, évidemment qu'ils seront là parce que vous serez sur les homepages, mais c'est pas eux qui vont faire votre campagne de pub. On le voit, la grande majorité des projets proposés sur Kickstarter et sur Ulule en France, eh bien, ce sont des projets très amateurs. Il y a énormément de projets amateurs. On n'a pas envie de mettre le premier euro dedans parce que voilà, c'est pas terrible. Les projets les plus soignés, c'est souvent des projets sous licence. C'est ce que fait souvent Comics Initiative avec des comics achetés aux États-Unis et traduits et qu'on peut lire comme Grizzly Shark qui vient de sortir, que j'adore. Et qui est tout simplement magnifique, ou Common Indio, un titre que j'adore également, qui sont des adaptations de versions américaines. Heureusement, il y a des très très belles créations, Comics Initiative en fait, hein, on l'a dit, Paria, Abyss, Foxboy, il y a des très très belles créations, et j'espère que ça permet ces auteurs de vivre, mais c'est énormément de travail, parce qu'une campagne, il faut la créer, et après il faut en faire la promotion, et après il faut évidemment que ça marche, parce que si vous récoltez juste la somme initiale, souvent, eh bien c'est pas suffisant pour que ce soit intéressant pour ces auteurs. Pour faire une campagne de financement participatif, il faut remplir plusieurs cases. Il faut évidemment avoir le projet, il faut avoir du talent, il faut avoir quelque chose à raconter. Si vous avez un très bon dessinateur et si vous avez un projet qui tient la route, eh bien ce projet attirera plus facilement les foules. Il faut une communauté de fans, c'est très important. Si vous n'avez pas de communauté de fans, eh bien vous ne pourrez pas faire un succès. Si vous avez 0 fan sur Facebook, 0 fan sur Instagram, 0 fan sur TikTok, 0 fan sur Twitter X, eh bien vous ne pourrez pas toucher le public. C'est-à-dire que vous allez poser votre projet là et personne ne va le voir. Il faut que ce soit votre communauté qui s'en empare et il faut aussi après des médias. Alors les médias comics, il n'y en a pas beaucoup et ils ne sont pas très puissants. Moi j'ai la chance d'avoir cette chaîne, vous êtes très nombreux à la regarder. Si demain je lance une campagne de financement participatif, évidemment je m'appuierai sur cette chaîne. J'ai vraiment besoin que cette chaîne soit le vecteur de tout ça, parce qu'il faut pouvoir prendre la parole quotidiennement pour pendant les 30 jours de campagne rappeler les enjeux et l'existence tout simplement, parce que vous le savez, je vous parle de ça et demain après vous allez regarder une vidéo sur TikTok, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Instagram et que après vous allez peut-être regarder un film sur Netflix. Vous êtes très sollicité en termes de contenu et il faudra évidemment être présent. Si vous manque un des trois, si vous n'avez pas le bon projet, si vous n'avez pas la communauté et si vous n'avez pas les médias, eh bien vous ferez des campagnes qui ne décollent pas. Si vous avez les trois réunis, eh bien ça peut faire des étincelles. Il faut aussi évidemment le facteur chance qui est très important, le facteur chance qui évidemment vous permettra de peut-être sortir du lot et d'être pris par un article de presse généraliste, etc., etc. Donc vraiment, il y a énormément de possibilités. Je pense qu'on n'en est qu'au début du financement participatif et que le crowdfunding peut vraiment apporter des choses nouvelles et peut vraiment apporter beaucoup aux indépendants. Je pense que l'étape d'après, c'est que de grands auteurs, on a vu que Comics Initiative avait publié des bandes dessinées de Corbéran. Eh bien, je pense que l'avenir, c'est que certains auteurs qui en ont marre de gagner des clopinettes chez les gros éditeurs, claquent la porte. Vous savez, il y a plein d'éditeurs qui sont partis, plein d'auteurs qui sont partis des grands éditeurs. Je pense à Midam qui est parti de chez Dupuis et qui a créé Mad Fabric, même si ça a été racheté par Glénat après. Eh bien, je pense à tous ces auteurs qui ont une communauté de fans énorme, qui bossent et qui vendent moins de comics parce que certains moins de BD tout simplement. Je pense qu'on va les voir arriver petit à petit. Peut-être qu'il faudra les aider, peut-être que c'est un nouveau métier, suivre et faire une campagne pour certains auteurs, eh bien c'est un métier en devenir et je le souhaite, j'aimerais bien faire ça. Clairement, je pense que il y a un véritable potentiel et que certains succès à 100, 200 000, 300 000 ou 400 000 euros en France qui sont aujourd'hui une exception, peuvent devenir la norme et que je pense que certains auteurs talentueux peuvent enfin vivre de leur travail. Je vous le dis, je pense que quelqu'un comme Arthur Adams qui gagne très bien sa vie aux États-Unis, mais qui pendant très longtemps a fait des pages payées très mal, aujourd'hui, il touche le fruit de son travail parce que quand il fait une campagne à 400 000 $, j'ose espérer qu'il en touche une grande partie et j'ose espérer que il touche enfin le fruit de son travail. Donc, le financement participatif,
C'est certainement l'avenir de la bande dessinée en France, c'est certainement d'une partie de la bande dessinée en France, c'est certainement l'avenir de la bande dessinée indépendante, si c'est bien fait. C'est certainement l'avenir du comics indépendant sous licence, parce qu'on le voit, énormément d'éditeurs indépendants passent par ça. Aux États-Unis, on a déjà vu que énormément d'indépendants, qu'ils soient auteurs ou éditeurs, passent par cela. Je pense que nous sommes qu'au début de cette révolution, et je pense que, en effet, la révolution crowdfunding va évidemment monter à tous les étages et que vous allez être de plus en plus sollicité. Le seul problème, c'est que les projets aux États-Unis, les frais de port sont fous. En France, on arrive encore à contenir tout cela, mais je pense évidemment qu'il y a de fortes chances que nous ayons un maximum de projets de qualité dans les années à venir. En tout cas, je le souhaite. Et si j'arrive à lancer mon projet dans les prochains mois, vous serez évidemment au courant, puisque le but est que ça monte très haut et que ce projet, qu'on ne le fasse pas pour rien, tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Salut.